faut avoir une certaine vision des choses, il faut qu'elle soit éclairée par des paramètres, euh, pas par des croyances, mais plutôt par des convictions. Et quand tu as des convictions, bah forcément, tu as confiance. Quand tu as confiance, tu avances plus efficacement parce que tu te poses moins de questions une fois que tu as pris ta décision. Et donc, tu es plus efficace. Et a priori, tu auras plus de résultats. Pour moi, l'expatriation d'un point de vue purement fiscal, je vais te dire vraiment les choses comme je le pense, c'est une énorme bêtise parce que l'expatriation fiscale, c'est la solution de celui qui n'en a pas, qui n'a pas trouvé justement les bonnes solutions en France. Donc ce n'est pas une solution, au final, c'est un échappatoire. Il faut savoir aussi mettre les moyens au service de ses ambitions. Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment heureux de te retrouver dans ce 11e épisode de l'émission Dans la tête d'un top player. Et aujourd'hui, on accueille une personne qui n'est pas très connue du monde de l'entrepreneuriat en général, mais il a clairement sa place dans le podcast puisqu'il s'agit d'investissement, de conseils en gestion, en optimisation. Et c'est clairement un puits de connaissances à lui tout seul. En plus d'être un entrepreneur et un investisseur à succès, j'ai l'immense honneur d'accueillir Monsieur Clément, le stratège de l'impôt. Salut Clément, comment tu vas? Salut Florian, bah écoute, ça va super. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très heureux de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et à travers toi parler à ta communauté d'un certain nombre de sujets qu'on va évoquer après et qui j'espère, intéresseront ta communauté et permettront d'ouvrir des horizons pour nous tous. Ouais. Bah écoute, plaisir partagé. Tu le sais peut-être, le concept ici, c'est un petit peu de rentrer dans ta tête, de voir un petit peu comment tu fonctionnes, comment tu réfléchis et surtout comment t'en es arrivé là. Euh, pour replacer un petit peu le contexte à ceux qui nous écoutent, toi, tu m'as accompagné sur tout ce qui était stratégie et optimisation, on va dire, dans le secteur de l'immobilier. Tu me conseilles aussi plus ou moins dans tout ce qui est optimisation, gestion, en incluant aussi mon activité. Mais l'essentiel, en fait, c'est vraiment de parler de toi, puisque tu as vraiment une vision passionnante de pas mal de sujets avec des connaissances assez tarées sur plein de trucs, donc ton expertise, etc. Donc déjà, est-ce qu'on est bon là-dessus? Oui, oui, tout à fait. Écoute, avec plaisir pour évoquer tous les sujets qui seront les tiens et qui intéresseront la communauté. Ouais. Effectivement, donc moi j'ai un parcours, euh, comment dire, assez classique au départ, puisque j'ai fait un bac plus 6 en finance, en fiscalité. J'ai démarré ensuite dans un gros cabinet de conseil. Ensuite, j'ai créé ma première société en 2014, donc il y a 6 ans, donc assez jeune, hein, je me suis lancé très jeune. J'étais pas tellement fait pour être salarié, on va dire. Donc, dès que j'ai eu une opportunité, je l'ai saisie. En revanche, j'ai commencé l'immobilier plus tard. Et parfois aujourd'hui, enfin souvent aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que des gens commencent par l'investissement immobilier, se lancent ensuite dans l'entrepreneuriat, euh, après avoir gagné une certaine sécurité sur l'immobilier. Moi, j'ai fait l'inverse. Alors, pas parce qu'il y a un schéma qui est mieux que l'autre. J'ai des clients qui se lancent d'abord dans l'entrepreneuriat, d'autres d'abord dans l'immobilier. Il n'y a pas un schéma pour moi qui est mieux, plus parfait qu'un autre. Simplement, il y a des opportunités dans la vie professionnelle, personnelle, immobilière qui font qu'on commence par l'un ou par l'autre et qu'on poursuit par l'un ou par l'autre. Ouais. Donc là-dessus, il n'y a aucune règle. Je dirais que le plus important, à mon avis, dans l'entrepreneuriat comme dans l'immobilier, puisque tu as parlé des deux dans ton introduction, le plus important, c'est vraiment d'être capable d'être opportuniste au bon sens du terme. Les Grecs appelaient ça le kairos, je dirais vraiment saisir l'opportunité quand elle se présente. Et saisir l'opportunité, finalement, c'est saisir et c'est l'opportunité. C'est-à-dire que
C'est un événement, une occasion qui se présente euh, et, euh, comment dire, et un homme pour la saisir, cette occasion. C'est-à-dire Mhm. que c'est, pour paraphraser De Gaulle qui disait l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Ben, en fait, saisir une opportunité, c'est la rencontre d'une situation et d'un homme. Ouais, Et donc, l'homme n'est rien sans la situation, mais la situation n'est rien sans l'homme parce que potentiellement, tu te lèves le matin, tu vas peut-être avoir 50 opportunités dans la journée qui vont se présenter. Mais si t'es pas, si t'as pas les yeux ouverts, si t'as pas la concentration qu'il faut, si t'as pas le sang-froid qu'il faut, si t'as pas l'influx nerveux qu'il faut, bah, tu vas pas forcément les saisir, les 50 opportunités, et tu vas peut-être même en saisir aucune. ouais. Tu vas même Donc, peut-être pas les voir aussi, hein. tu vas peut-être même pas les voir Mhm. exactement, parce que tu n'auras pas l'oreille assez bien tendue. Donc ça, c'est hyper important, c'est de se dire le matin, OK, je me lève, j'ai des habitudes, je fais éventuellement des savers pour ceux qui connaissent les savers. Je pense que tu en as parlé ou tu vas en parler dans tes prochaines vidéos, ou du Miracle Morning. Voilà, on prend des habitudes le matin, on a des tâches à réaliser dans notre journée, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se comporter comme une autruche et ne pas être attentif à notre environnement. Et ça, c'est important dans l'entrepreneuriat parce que demain, potentiellement, tu vas rencontrer au McDo un fournisseur, tu vas rencontrer ton fiscaliste, tu vas rencontrer un client, tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas faire des événements. Euh, Ça peut se faire au McDo, ça peut se faire dans un bar, ça peut se faire euh, à la cantine Ouais, de- n'importe où en fait, clairement. n'importe où, Ouais. vraiment n'importe où. Ça peut se faire sur une aire d'autoroute. Mm, Donc, il faut mm, toujours être attentif. Et en immobilier, alors là, c'est encore plus vrai parce qu'en immobilier, pourquoi c'est encore plus vrai? Parce que, si tu veux, le paramètre qui est le plus important, euh, c'est celui-ci. Mais en immobilier, c'est décuplé parce qu'il faut aller encore plus vite. mm. C'est-à-dire Ouais, que comme en immobilier, les opportunités, pour le coup, il y en a, il y a pas mal de concurrents qui sont à l'affût sur un même marché. Si tu vas pas encore plus vite dans la détection de l'information et si tu veux, dans la prise de décision, ouais, dans la surtout. prise de décision, exactement, c'est le mot que je cherchais, bah là, t'es mort encore plus vite. Ouais, Donc, voilà, faut vraiment, ça, c'est les deux règles d'or, enfin, la règle d'or, pardon, applicable aux deux domaines, euh, et qui fait aussi euh, la beauté de l'entrepreneuriat au sens large, qu'il soit business ou qu'il soit immobilier. Parce qu'au final, bon, quand tu fais de l'immobilier, c'est jamais que de l'entrepreneuriat. ouais, C'est du projet, donc c'est de l'entrepreneuriat parce que tu pars d'une feuille blanche, tu te dis je vais aller sur un marché, ok. Ensuite, je vais aller chercher un terrain si tu veux construire une maison. Mais tout ça, c'est toi qui te le construis. Donc, c'est un peu comme quand tu vas chercher tes clients, quand tu fais du business, quand tu fais de l'entrepreneuriat classique. Donc, c'est ouais, pour c'est ça que ça. les deux secteurs sont pas finalement sont pas exclusifs l'un de l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'autant de gens, et c'est ton cas d'ailleurs, font de l'entrepreneuriat et de l'immobilier Ouais. en même temps. Voilà. Ouais, totalement. Ouais. Et on va revenir sur l'immobilier parce que tu as un parcours quand même assez fou et tu te distingues de pas mal de personnes, tu vois, puisque tu fais pas que, par exemple, de la colocation ou que de l'immeuble de rapport. Enfin, Je fais même pas du tout de colocation, pour le coup. ouais, C'est le seul truc que je fais pas. tu nous en parleras. Avant de parler de ça, j'aimerais avoir en fait ta vision globale sur tout ce qui est investissement. C'est quoi ta vision sur l'investissement? C'est quoi ta manière d'appréhender les choses? C'est quoi pour toi en Alors, fait? pour moi, l'investissement, c'est un pari sur l'avenir. C'est par définition, puisque on investit, c'est-à-dire qu'on débourse euh, soit du temps, soit de l'argent, euh, soit de l'industrie, soit du savoir-faire, mais du temps ou de l'argent pour avoir un résultat à un horizon donné. Ça peut être à court terme, moins de 3 ans, à moyen terme, 3 ans, 5 ans, à long terme. Mais c'est un pari qui est éclairé, c'est-à-dire que ce n'est pas un pari dans le vent sur la base de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Évidemment, il faut que ce soit un pari qui soit éclairé, c'est-à-dire que, puisque bien malin est celui
qui est certain que son investissement va fonctionner. Parce que demain, je veux dire, j'achète du Bitcoin. Si je suis certain que mon investissement va fonctionner, je ne vais pas mettre 1000 euros dans le Bitcoin. Je vais mettre 10 000 ou 100 000 Ouais. pour faire x10 ou x100 sur mes gains. Bon, donc ça reste un pari, mais il est éclairé. Donc si demain j'achète du Bitcoin, je dois être capable d'expliquer mon choix, d'expliquer pourquoi j'achète du Bitcoin et pourquoi j'achète pas de l'or, alors que les deux sont des investissements qui sont assez proches du point de vue philosophique, puisque le Bitcoin n'est jamais que de l'or numérique. Voilà. Et donc, bah, par exemple, ça explique pourquoi Warren Buffett ne se positionne pas sur le Bitcoin, parce que lui, il considère, à tort ou à raison, qu'il ne dispose pas de tous les paramètres ou qu'il ne comprend pas tous Ouais. les paramètres relatifs à la monnaie Bitcoin. Et donc, il se dit, bah, puisque je ne maîtrise pas les choses, je ne vais pas sur le Bitcoin. Alors que bah, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, il a recommandé d'acheter de l'or en pariant contre l'économie américaine, c'est-à-dire en faisant l'inverse de ce qu'il a fait depuis 60 ans. Ouais. Mais il le sait, mais il le sait. Il sait pourquoi il achète de l'or, parce qu'il considère que la création monétaire aux États-Unis euh, est N'importe devenue quoi. tellement incroyable et le bilan de la Fed a tellement explosé que ça Ouais. finira par valoriser l'or nécessairement et que les marchés actions aujourd'hui, notamment aux États-Unis, ceux sur lesquels ils se positionnent depuis des années, enfin des décennies, sont survalorisés. Bon, on n'est pas là pour dire s'il a raison ou s'il a tort, mais ça montre que il faut avoir une certaine vision des choses, il faut qu'elle soit éclairée par des paramètres, euh, pas par des croyances, mais plutôt par des convictions. Et quand tu as des convictions, bah forcément, tu as confiance. Quand tu as confiance, bah, tu avances plus efficacement parce que tu te poses moins de questions une fois que tu as pris ta décision. Et donc, tu es plus efficace. Et a priori, tu auras plus de résultats. Donc là, j'ai pris l'exemple du Bitcoin, mais demain tu ouvres j'en sais rien, une industrie de fabrication de masques. Bon, c'est un pari sur l'avenir, mais c'était davantage un pari sur l'avenir il y a 3 mois que maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de monde. Donc, est-ce que ça marcherait aussi bien maintenant qu'il y a 3 mois? J'en suis pas certain. Mais il y a 3 mois, il fallait avoir confiance, avoir des convictions que ça fonctionne. Parce que le gars qui avait des convictions, bah, il se levait le matin, il se disait, bah, effectivement, mon masque, il va valoir tant, il me coûte tant, je vais pouvoir en vendre une énorme quantité. Et donc, le gars qui a confiance et qui ne se pose pas de questions, dans la journée, il va produire plus de masques que celui qui se pose des questions. Ouais. Donc, voilà, il faut quand même des convictions quand on entreprend. Et donc, bah, celui qui n'a pas de conviction, c'est pas péjoratif, mais qui ne croit pas en son projet, peut-être qu'il vaut mieux qu'il reste salarié. C'est pas péjoratif. Moi, j'ai été salarié aussi, tu l'as été. C'est pas un problème. Ça veut simplement dire que son moment n'est pas venu. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Mais son heure va venir à lui aussi. Ouais, totalement. Ouais. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Donc au final, pour résumer, c'est vraiment en fait, tu t'investis entre guillemets tu fais une projection sur l'avenir, sur tes propres convictions et sur ce que tu penses que ça Voilà. va être Alors, valorisé. je vais te prendre un exemple très simple. Ouais, Moi, aujourd'hui, je te parlais du Bitcoin, mais ouais, dans mon cas, c'est pas un très bon exemple. Parce que bon, je vais pas m'étaler sur Bitcoin, c'est une grande histoire. Mais je vais te prendre l'exemple de l'immobilier qui va parler à tout le monde et qui est très simple. Moi, je suis persuadé d'une chose, je vais donner un indice que je donne à ceux qui travaillent avec moi, mais c'est pas grave, on est là pour ça aussi. Moi, je suis persuadé que la Bretagne, aujourd'hui, est la région française qui a le plus d'avenir en immobilier. Pour une raison très simple, c'est que si tu prends en fait sur la côte ouest comment dire, tu prends une ligne qui va de Dunkerque à Biarritz, de Dunkerque on va dire, à Étretat, il y a de belles opportunités parce que c'est une région qui va bénéficier du réchauffement climatique. Donc, il y a déjà, sur cette partie-là, il y a de belles opportunités. De Étretat à Saint-Malo, pour moi, c'est saturé parce qu'il y a trop de Parisiens. Les prix ont trop monté. Je ne dis pas que ça va forcément s'effondrer, mais je dis que le potentiel de hausse est limité. En revanche, d'Étretat, de Saint-Malo à Concarneau, c'est-à-dire sur toutes les Côtes d'Armor quasiment et sur quasiment tout le Finistère, c'est une région qui va exploser du point de vue immobilier grâce au réchauffement, entre guillemets, grâce, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça, au ouais, réchauffement climatique. Parce que demain, je ne suis pas certain que dans 20 ans, on puisse dormir tranquillement sur la côte d'Azur la nuit quand il va faire 45 degrés. À part si on a un super ventilo, mais toutes les maisons ne seront pas occupées de clim.
Donc, ça ne sera pas si facile que ça. Et qu'il y a des régions, bah, comme ces régions-là, qui vont prendre. Pareil pour la Vendée. Par contre, bah, le Morbihan et la Loire-Atlantique sont saturés de Parisiens. Donc, je ne suis pas certain que ces départements-là aient de l'avenir. Donc, moi, tu vois, je fonde mes convictions sur quoi? Sur un paramètre qui va influer sur le futur et Ouais. qui va modifier en fait le marché immobilier dans son ensemble. Alors, ce que je dis vaut aussi pour les régions de moyenne montagne. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai investi sur la Yes. moyenne montagne de manière massive ces dernières années. Alors, quand je dis moyenne montagne, que les gens comprennent bien, c'est entre 600 et 1500 mètres d'altitude. Pourquoi pas au-dessus? Bah, parce qu'au-dessus, tu vas pas forcément pouvoir te baigner l'été dans des lacs. Donc, ça veut dire que ta population l'été sera beaucoup plus affluente sur du 600-1500. Alors, 1500, grosso modo, ça va jusqu'à Megève. Mais tout ce qui est au-dessus de Megève, Val d'Isère, par exemple, qui est déjà excessivement cher comme station, potentiellement pourrait perdre de l'attrait par rapport à des régions bah, comme les Pyrénées ou d'autres massifs de moyenne montagne. Encore que dans les Pyrénées, tu peux trouver au-dessus de 1500, évidemment, mais, Ouais. tu as compris l'idée. Donc, tu vois, je prends un paramètre, soit pour la Bretagne, soit pour la moyenne montagne, qui est un paramètre qui va favoriser ces secteurs-là. Je suis à peu près persuadé, j'ai la conviction que les gens vont en tenir compte parce que de facto, ils vont devoir supporter la chaleur qui sera excessive dans certaines parties de la France. Et à Toulouse, tu es bien passé pour le savoir, puisqu'en été à Toulouse, bah, vous avez les populations. J'ai vécu 2 ans à Toulouse, Ouais. les températures les plus élevées, de par la géographie. Enfin, Oui, parce que c'est une cuve, ouais. c'est une cuve, voilà, Ouais, c'est une cuve et c'est un climat beaucoup plus continental qu'à Montpellier ou qu'à Bordeaux, qui sont c'est des ça. climats tempérés. Et donc, voilà, ma conviction, elle se porte, tu vois, sur ça. Et à partir du moment où je suis convaincu, encore une fois, c'est un pari sur l'avenir, mais je suis convaincu parce que je fonde mes décisions non pas sur du vent, mais sur quelque chose de rationnel et de scientifique, là, pour le coup. Ouais. Euh, il suffit de lire les prévisions du GIEC, hein, les experts de l'ONU, pour s'en rendre compte. Eh ben là, voilà, je me positionne sur un marché et je dis la Bretagne aujourd'hui, c'est X du mètre. Demain, ça sera plus cher. Ma renta aujourd'hui, c'est X. Demain, si je revends, je fais une plus-value. Alors, ma renta, bien évidemment, ne sera pas la même dans 20 ans. Dans 20 ans, elle sera beaucoup plus faible. Mais c'est la raison pour laquelle il faut y aller maintenant. Ouais. Donc, parce que les rentas vont, au fur et à mesure que les prix vont augmenter, vont s'effondrer. C'est comme si tu allais à Deauville il y a 40 ans, bah, tu avais des meilleures rentas à Deauville que maintenant. Bon, si tu vas à Ouais. Deauville maintenant, tu n'as plus de renta. Donc, voilà un peu comment je fonde mes décisions. Ouais. C'était un exemple sur l'immobilier. J'ai été un peu long, excuse-moi, Non, il n'y a pas de mais, souci. mais qui permet de bien comprendre comment je fonctionne, notamment sur ce marché-là. Ouais. Du coup, je vais te poser une question. C'était pas prévu. Tu sais, souvent, quand il y a une prise de décision, que ce soit dans un investissement ou autre, tu sais, tu es un petit peu indécis. Genre, tu sais pas trop qu'on parle. Alors, ça s'adresse pas forcément à l'immobilier, mais surtout à tout ce qui est bourse ou même, tu vois, genre paris sportif, tu sais, tous ces trucs-là, les chevaux, etc. Oui, oui. Souvent, en fait, on dit que tu sais, as un principe de cohérence dans la psychologie humaine qui dit qu'en fait, avant de te positionner, t'es pas très sûr, mais dès que tu te positionnes, ta conviction est décuplée. Est-ce que ça, tu l'as déjà ressenti chez toi pour un investissement quelconque ou pas du tout? Ouais, je l'ai déjà ressenti parce que, alors, je l'ai déjà ressenti, non pas du point de vue purement psychologique, mais par des événements qui ont renforcé ma conviction. Ok, Donc, c'est pas en fait, si tu veux, quand j'ai signé chez le notaire que je me suis dit, ah, c'est génial. Avant de rentrer chez le notaire, je pensais que j'avais fait x2, en fait, j'ai fait x10. Ça s'est pas passé comme ça. Mais simplement, bah, comme justement, j'ai eu des convictions, que j'ai pris mes décisions sur la base d'éléments tangibles et rationnels, j'ai essayé en tout cas à chaque fois. J'ai été conforté je prends un exemple très simple. J'ai acheté un bien, un chalet à 265 000 € en mai 2019. Je suis passé devant chez le notaire. Et en juillet 2019, j'étais sur ma terrasse et j'ai un luxembourgeois qui a frappé à ma porte. Donc, je vais l'ouvrir. Euh, il me dit, est-ce que je peux vous parler? Je le reçois. Donc, je lui dis, bah, venez prendre le café avec plaisir. Je connaissais pas ce mec-là, je l'avais jamais vu. Il avait l'air très gentil, donc il n'avait pas une tête de voleur. Je l'ai invité à prendre le café. Il m'a dit, écoutez, c'est très simple. Moi, je suis prêt à acheter votre chalet 400 000 euros. ok, Chalet que j'avais acheté 265 000 euros 2 mois avant. Alors, après, à la suite d'une longue poursuite judiciaire, c'est le cas de dire,
puisque c'est moi qui ai engagé des poursuites judiciaires à l'encontre du vendeur qui n'avait pas été correct sur la vente et que j'ai fini par gagner. Mais donc enfin, j'avais beaucoup transpiré, mais euh, alors voilà, pour répondre à ta question, c'est pas psychologique, mais c'est là aussi très rationnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un gars vient te dire, je t'achète ton chalet 400 000 que tu as acheté 265 000 Ouais. 2 mois avant, euh, c'est pas Je une te dis que c'est vision de pas mal, l'esprit quoi. de dire ah c'est génial j'ai fait x10. Voilà. Maintenant, cette vision-là, tu peux l'avoir sur des marchés. Je comprends ce que tu veux dire, et je pense que tu peux plus l'avoir sur des marchés comme le Bitcoin, par exemple, Ouais, qui le sont des Bitcoin. marchés beaucoup plus irrationnels. Ouais, ou même Pourquoi? le marché action ou autre, tu Même vois. le marché action, Ouais, bien ouais. sûr. Bah, tu regardes la courbe du Bitcoin, tu t'amuses à regarder la courbe du Bitcoin, la courbe du Bitcoin, pardon, sur les 10 dernières années. Et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment, Exponentiel. rectiligne pour le Mm. coup, voire exponentiel, mais c'est frappant parce que mais ça fait x10 en fait, tous les X années, ça fait x10. Donc si tu regardes ça, tu te dis, bah, effectivement, là j'ai acheté à 10 000. Bon, je ne sais pas combien il est là, le dernier cours, mais imagine tu l'as acheté à 10 000. Tu dis, bah, effectivement, si ça suit, c'est génial parce que je vais faire 100 000. Quoi. Ouais. Bon, c'est pas aussi simple que ça parce que sur le Bitcoin, il y a en fait c'est un marché qui est, comment dire, qui est très volatile avec des chutes, des remontées et qui dépend en fait de ce qu'on appelle les market makers qui font un peu la pluie et le beau temps, les grosses baleines, on en a parlé récemment. Ouais. Euh, Puis tu as les problématiques de halving qui se mêlent à tout ça. Bon, c'est assez technique, mais tu peux davantage, je pense, l'avoir ce sentiment-là de dire j'ai fait x10, c'est incroyable. Beaucoup plus sur un marché comme le Bitcoin qui est beaucoup plus volatile que sur un marché qui ne l'est pas. Enfin, le marché immobilier, c'est pas un marché qui est volatile, c'est-à-dire que ce sont des tendances longues. Mais si Paris fait x2 dans les 4 prochaines années, il va pas être divisé par 1,5 dans les 6 mois qui viennent ensuite. Tu vois, c'est pas les montagnes russes comme ça peut l'être sur le Bitcoin. Encore qu'il y a des marchés immobiliers, notamment des marchés que je regarde très précisément comme l'Espagne et les États-Unis, notamment le marché de la Floride, qui sont eux des marchés beaucoup plus volatiles. Donc tu peux Ouais. aussi l'avoir en immobilier, mais pas en France où les tendances sont des tendances longues. Mm, mm, mm. Et les tendances longues de la France, c'est juste maintenant parce qu'on a été rapide en France, je crois dans les années 90 ou dans les années 2000. Ouais, tu as eu des grosses chutes. Hein. Tu as eu effectivement dans Ouais, les années 90, sur les quelques premières années, tu as eu moins 30% de baisse à Paris. ouais, c'est ça. Ce qui pourrait tout à fait arriver aujourd'hui, parce que en fait, t'as des bulles qui se sont créées en France. Alors, Paris essentiellement, mais je pense à des villes comme Bordeaux ou comme Lyon. Ouais, 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 totalement. Voilà. Pour en revenir à l'immobilier, tu parlais de chalets. Je sais que tu fais aussi, donc tu fais des chalets haut de gamme. Je sais que tu fais Oui, aussi, tu as un projet de fou là actuellement sur tout ce qui est mariage, etc. Est-ce oui. que je pense que ça, c'est vraiment atypique, notamment d'un point de vue investisseur, comme on le voit aujourd'hui sur Internet. Est-ce que tu pourrais en parler de tout ça? Ouais, Et alors ça, surtout, c'est très intéressant, je pense, pour tes auditeurs, pour ta ouais, communauté. et je te Parce que, coupe, oui, je te pardon. coupe, et surtout, comment t'en es arrivé à penser, à te dire, je vais faire des trucs de mariage, ou je vais te faire des chalets, ou des trucs comme ça? C'est surtout ça qui m'intéresse. Alors, les chalets, c'est très simple. On va pas se raconter d'histoire. C'est vraiment, ça s'est fait naturellement parce que j'ai adoré en fait bah, la région où j'ai investi, où j'ai acheté, j'ai fait construire, acheter, rénover. J'ai un peu tout fait là-bas. Les chalets en question. Donc, ça s'est fait de manière assez naturelle. C'est parce que je voulais avoir ma résidence secondaire et que bah, là aussi, on parle d'opportunité, on en revient toujours là. C'était l'occasion rêvée de pouvoir avoir ma résidence secondaire et de faire de l'investissement locatif rentable en location courte durée. Donc là-dessus, il n'y a rien d'exceptionnel. En revanche, je pense que ce qui peut davantage intéresser tes auditeurs, c'est la partie, effectivement, ce que j'appelle euh, business immobilier ou l'immobilier événementiel. C'est-à-dire que là, on est vraiment au cœur du sujet de l'investissement parce que on est à la frontière entre l'investissement immobilier et le business, et en l'occurrence l'événementiel. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est totalement hybride comme construction et c'est assez disruptif, on va dire, de ce point de vue-là, par rapport à, c'est vrai, ce qui se fait sur le marché de la formation. Hein. On connaît tous les formateurs, on ne va pas les citer ici.
qui font de l'investissement locatif. Il y a des Ouais. formateurs spécialisés en achat-revente. Ils sont moins nombreux, mais on connaît tous David de Villa, on connaît tous Jean Laplace, etc. Bon, en immobilier locatif, il y en a beaucoup plus, même si certains se distinguent mieux que d'autres, on va dire. Euh, et donc là c'est disruptif. Alors, je ne te dis pas que je vais faire une formation sur l'immobilier événementiel, hein, ce n'est pas du tout mon projet. Ouais. Je vais d'abord essayer de faire mes preuves moi-même à mon niveau avant de donner des leçons aux autres. C'est comme ça que je raisonne, mais tout ça pour dire que là, on est au cœur du sujet parce que on est sur l'entrepreneuriat et on est sur l'immobilier. On est sur l'immobilier parce que d'abord, tu achètes de l'immobilier. En l'occurrence, tu achètes un mas en Provence, par exemple, ou un mas dans le Luberon. Tu le fais financer avec effet de levier, ce que tu ne pourrais pas faire sur un business classique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que sur un business classique, tu vas voir ton banquier, il ne va pas te prêter parce qu'il ne veut pas prêter à du business classique. Il ne veut pas prêter à du corporate classique. Là, il va te prêter à toi parce que c'est un projet où certes, il va y avoir une dimension business parce que tu ne vas pas faire de la location pure et simple. Tu ne vas pas filer des clés à des gens et ciao, bye bye, Ouais. et on se revoit dans une semaine. Ça ne se passe pas comme ça parce qu'il y a une organisation derrière, il y a potentiellement des salariés, il y a potentiellement des sous-traitants, notamment les traiteurs, etc. Les jardiniers, la tente qu'il va falloir installer. Donc, c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais ça reste le sous-jacent, pour parler langage financier, le sous-jacent, c'est un produit immobilier. C'est-à-dire qu'il y a de l'effet de levier et c'est ça qui décuple en fait l'intérêt de ce business-là. Donc pour ces deux raisons-là, l'achat et le mode de financement, c'est l'immobilier. Euh, pour une troisième raison, éventuellement, ça peut rester de l'immobilier du point de vue fiscal parce que tu peux rester sous certaines conditions en statut LMNP, le meublé non professionnel. Je pense que les gens qui t'écoutent savent de quoi on parle, ou LMP, le meublé professionnel, si tu es requalifié le meublé professionnel en fonction de tes revenus. Bon, on ne va pas faire un cours sur le LMP, Ok. mais tu vois, du point de vue fiscal, ça peut aussi rester de l'immobilier. Ouais. Et en même temps, c'est vraiment en même temps là, il est réel. On est sur du business pur et dur en parallèle. Pourquoi? Parce que ben, tu vas avoir des sous-traitants, donc une société qui va te louer, donc qui va te facturer la location de la tente pour pouvoir accueillir ces gens-là pour qu'ils puissent manger dans des bonnes conditions, sauf si tu as une salle de mariage en parallèle, mais enfin, tu peux avoir les deux à la limite. Ouais. Tu vas avoir un traiteur qui va s'occuper de la nourriture, parce que moi, grand cuisinier comme je suis, je ne pense pas être capable C'est de pas toi qui le m'occuper fais, ouais. voilà, de ce genre de choses. Et puis de toute façon, moi, je ne suis pas sur place. Tu as comment dire, une chargée d'accueil qui va justement ben, accueillir les mariés, faire visiter la propriété, donner des instructions, soit de sécurité, en ce moment, c'est la période, soit des indications sur la soirée, sur le lieu. Voilà. Tu vas avoir des femmes de ménage à qui tu vas sous-traiter aussi, bien sûr, toute la partie hygiène et propreté. Donc là, tu deviens un chef d'entreprise dans le sens où tu deviens un organisateur, un chef d'orchestre entre euh, soit des salariés, soit des sous-traitants, donc entre des Ok. hommes et des femmes qui vont travailler au service de ton business. Mais toujours avec ce montage-là qui est un montage immobilier, ce produit-là qui est un produit au départ immobilier, et cette fiscalité qui est une fiscalité immobilière avec le LMNP ou le LMP. Alors, tu peux bien évidemment décider de faire ça en société. De toute façon, tu deviens plus ou moins obligé de le faire en société à la fin si tu as des salariés. Mais si tu as des sous-traitants, ça peut se concevoir comme étant de la fiscalité immobilière, enfin un statut immobilier. Et c'est ça que j'ai trouvé vachement intéressant dans ce concept-là. Alors après, pareil, j'en ai pas parlé, mais ça rejoint aussi le business. Tu as des normes de sécurité à respecter. Tu Ouais. as des normes aussi Forcément. d'hygiène à respecter. Tu as l'obligation d'être un établissement recevant du public, un ERP. Sinon, tu ne peux pas organiser de mariage. C'est-à-dire que demain, tu fais du bruit, le voisin te dénonce. Si tu n'es pas ERP, bah, déjà ton mariage il peut s'arrêter tout de suite, donc bah, tu vas pouvoir rembourser tes mariés et surtout tu leur as gâché ce qui est censé être la plus belle soirée de leur vie, donc c'est un peu dommage. Et puis au-delà de ça, tu vas être emmerdé parce que bah, tu ne pourras plus jamais, au-delà de l'amende que tu vas prendre, tu ne pourras plus jamais refaire de mariage. Exercer. Donc c'est pas un truc à prendre à la légère, c'est pas j'achète un coin dans un coin sympa, j'ai l'impression d'être perdu, j'ai le droit d'organiser un mariage. Ça se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Et c'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus rémunérateur que l'immobilier classique, parce que tu fais exploser tes rentages justement parce que sur le marché, ce qui est rare est cher. Ça vaut pour ce marché-là et ça vaut pour tous les marchés. Et donc, si tu es un des seuls en France ou dans ton département à être ERP, forcément, tu emportes tout. C'est-à-dire que ça devient quasiment un monopole local que tu te crées toi-même grâce Ouais. au statut ERP et qui te permet de faire exploser tes rentas en passant de 10% théorique à 20, 30, voire 35, 40% de renta. Là, je suis sur un projet, j'en parle pas, où on a 90% de rentabilité. C'est pas, tout le monde va me prendre pour un fou, mais c'est le cas. C'est-à-dire que c'est un projet à peu près 800 000 euros, tout inclus, travaux compris, avec un bénéfice lié au mariage qui peut atteindre justement ces 700, 750 000 euros pour une raison très simple, c'est que c'est un endroit euh, qui est en moyenne montagne pour le coup, où il y a la possibilité d'organiser des mariages en été, comme dans le sud de la France, mais Ouais. également en hiver. Ok. Ok. Et donc là, tu as une saisonnalité qui est beaucoup plus forte et non seulement tu payes ton bien moins cher que dans le Luberon ou dans les Alpilles, qui sont aujourd'hui les deux endroits phares pour faire des mariages, tu le payes beaucoup moins cher et tu as une saisonnalité qui est beaucoup plus forte. Ouais. Donc ça, c'est des concepts sur lesquels je travaille. C'est pas évident parce que trouver un ERP à l'endroit où je cherche en question, c'est pas facile. Mais ça se crée, ça se demande. Ça peut même s'exiger en conditions suspensives pour ceux que ça intéresse du bien que tu achètes. Donc tu dis, j'achète ton bien si j'ai mon crédit et si la mairie, Ouais. Et si tu as accepté, euh, ouais. voilà, la mairie, Ouais. les autorités administratives me délivrent le statut de RP. Et si j'ai pas mon ERP, j'achète pas ton bien. Voilà. Ouais. De toute Ouais. façon, en conditions suspensives, tu peux toujours tout imaginer et tout mettre. Donc, libre à, comment dire, il faut laisser libre cours à l'imagination de l'entrepreneur qui, quand il a des convictions, encore une fois, on en revient toujours aux convictions, et qu'il a une opportunité, doit mettre les moyens au service de son ambition et doit, y compris mettre les moyens juridiques avec ce genre de clause. Donc là, on rentre dans la technique, mais c'est pour t'illustrer que Ouais, euh, totalement. Ouais. il faut savoir aussi mettre les moyens au service de ses ambitions. C'est ça. Ouais, totalement. Là, on a parlé immobilier. Je voulais aussi qu'on parle. Je ne sais pas si tu peux beaucoup, beaucoup en parler. À toi de doser. Je veux aussi qu'on parle tout ce qui est gestion, optimisation, que ce soit patrimonial ou même fiscal. Oui. Est-ce que tu peux me parler de tout ça, de ce que tu fais exactement? Parce que moi, j'ai l'image en tête qui me vient. Euh, je ne sais pas si c'est la première fois que je t'ai connu ou la deuxième. Tu vois, j'ai l'image d'un mec qui épluche chaque ligne, tu vois, des revues de finances, de lois et tout ça, et qui met à jour, qui tripote sur son ordinateur, tu vois. Ça m'avait complètement frappé, et encore plus quand tu m'as expliqué ce que tu faisais. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tout ça, de ce que tu fais, jusqu'où tu peux aller forcément? Oui, Euh, oui, non, alors ça, il n'y a aucun problème. ok, De toute façon, tout est, comme tu dis, hein, comme tu le sous-entends très justement, tout est basé sur une situation aujourd'hui donnée, qui est la situation fiscale de la France, avec ses lois, avec ses règlements, avec ses possibilités, avec pas mal de choses. C'est mon métier, puisque avant d'être investisseur immobilier, je suis conseiller en gestion de patrimoine, je suis membre de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Je fais des montages de sociétés, je fais toutes ces choses-là, donc c'est naturel d'en parler. Euh, c'est d'autant plus naturel que, ça c'est un avis personnel, mais que certains ne partagent pas. Mais depuis 3 ans, je trouve que le climat est quand même, comment dire, plus propice pardon, à l'entrepreneuriat et surtout plus rassurant pour les entrepreneurs parce que on a enfin, et ce n'était pas le cas avant, hein, pour être très franc avec toi, on a enfin une vraie visibilité à plusieurs années, voire à horizon 2030. Je m'explique. Depuis 3 ans, euh, je trouve que ce qui a été fait euh, permet, même si c'est pas tout le temps parfait, hein, c'est pas le sujet, mais que ce soit bon ou mauvais, tu peux au moins te fier à ce qui est dit parce que, grosso modo, il n'y a pas eu d'aller-retour. C'est-à-dire que il n'y a pas eu une décision fiscale qui a été annulée 3 mois après. Bon, ça c'est rassurant parce que
On a enfin une situation qui est stabilisée. Bon, je te prends un exemple très simple que tout le monde commence à connaître, puisque ça fait 3 ans qu'on parle que de ça, la flat tax à 30%. Ouais, J'en avais parlé d'ailleurs à un séminaire où tu étais présent. La flat tax, non, c'est peut-être pas là, mais enfin, peu importe. La flat tax, c'est un impôt anglo-saxon au départ. C'est-à-dire que c'est tout simplement la philosophie de dire quand je gagne 1000 euros, je paye 300 euros de flat tax, donc d'imposition. Quand je gagne 10 000, je ne paye pas euh, comment dire, 6 000 euros, donc 5 000 euros, mais je paye toujours 3 000 euros. C'est-à-dire qu'en pourcentage, je paye la même chose. ouais, Alors, ce qui a donné des débats sur la justice sociale, la justice fiscale, c'est pas normal que Bernard Arnault, en pourcentage, paye la même chose qu'un petit entrepreneur. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais cette flat tax-là, pardon, qui est la réforme fiscale d'envergure depuis 3 ans, elle n'a jamais été remise en cause, malgré les pressions, malgré les critiques, malgré les débats. Elle n'a jamais été remise en cause et elle ne le sera pas. Parce que enfin, quand tu as eu les gilets jaunes, quand tu as eu le coronavirus, si tu n'as pas bougé ta flat tax, c'est qu'a priori, enfin, tu la bougeras pas tout court. ouais, Voilà. ouais, ouais. Jusqu'à la prochaine fois et éventuellement jusqu'à la fois d'après, puisque c'est à peu près parti comme ça. Donc ça, c'est pratique pour nous déjà, et c'est un élément que je souhaite souligner parce qu'en fait, tout se base là-dessus. Parce que si demain, ta situation fiscale, elle bouge, ben, l'optimisation patrimoniale que tu vas faire pour ton client, ou pour ton ami, ou toi en tant qu'entrepreneur, ben forcément, c'est plus la même. Parce que tu vas avoir peur que ça bouge tous les 15 jours et ça va paralyser les décisions. Là, les décisions sont justement libérées. Le pouvoir de décision, finalement, est libéré et décuplé par le fait que tu as une situation, un environnement qui est relativement stable. Donc ça, c'est intéressant. Après, euh, j'ai envie de te dire, ce métier-là, c'est un métier de microchirurgie. Je le compare un peu à la microchirurgie parce que tu le sais comme moi, on a eu des discussions là-dessus, et tu sais que ce que je te dis à toi sur ce sujet-là n'est pas forcément toujours la même chose que ce que je dis Oui, à totalement. un entrepreneur qui a déjà 15 sociétés ou à un rentier immobilier qui n'a pas de société ou à un Ouais. salarié Chaque cas est personnalisé, ouais, totalement. voilà, qui a des locations en nu, mais qui n'a pas de location meublée, etc. Donc, et c'est ça la magie du métier, c'est que tu ne vends pas une formation à 1000 mecs différents euh, comment dire, pour balancer des généralités sur des statuts, mais au contraire, on en revient toujours là, tu mets en place une rencontre entre une situation et des solutions. La situation d'un entrepreneur, d'un investisseur immobilier, d'un salarié, de qui tu veux, et d'une solution qui est une solution qui répond à la situation du moment, qui anticipe éventuellement une situation qui va évoluer avec des garde-fous, mais comment dire, cette solution-là, encore une fois, elle n'est pas la même que le voisin, et elle n'est pas forcément la même que celle que tu vas appliquer à la même personne dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, sa situation aura évolué. Il aura peut-être créé 5 startups à succès, il aura 4 millions d'euros sur le compte, et ce ne sera pas la même histoire non plus. Donc, là aussi, c'est de la microchirurgie parce que c'est différent des autres personnes, mais parce que ça évolue dans le temps. Donc une stratégie, on le sait dans le business en général, et on le sait aussi quand on fait de l'optimisation, notamment pour des entrepreneurs, une stratégie, elle doit sans cesse être réadaptée. Ça ne veut pas dire qu'on est des anguilles, qu'on est des serpents et qu'on zigzague et qu'on navigue à vue. Pas du tout. Ça veut dire qu'on s'adapte à l'évolution de la réglementation, mais aussi à l'évolution du businessman qu'on a en face de nous. Ouais. Et ça, bah, c'est primordial. Et donc, pour résumer tout ça, et je pense que ça permettra à tes auditeurs de comprendre et peut-être de retenir. En fait, c'est pas du sur-mesure, c'est pas du prêt-à-porter, pardon, c'est vraiment du sur-mesure. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et C'est de la microchirurgie. surtout que déjà en France, on le sait, tu vois, le système est assez compliqué et il y a 20 millions de trucs à prendre en compte, de variables, etc. Ça change beaucoup aussi. Donc en fait, tu dois être constamment plus ou moins sur le qui-vive, en fait, de savoir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est ajusté, comment toi tu ajustes de ton côté, quel impact ça a sur tel ou tel client. Bien sûr.
Ouais, Complètement. Et ce qui a changé dernièrement, tu vois, c'était le LMP. C'est-à-dire que ouais, bah, sur le LMP, avant, quand tu t'inscrivais pas volontairement au greffe en tant que LMP, bah, tu restais LMNP, ce qui était un peu facile au demeurant, puisque ça a permis à des gens de rester LMNP, pardon, alors que bah, ils auraient jamais dû rester LMNP. Alors que maintenant, bah, c'est complètement différent, puisque tu es d'office en fonction des deux premiers critères. Donc, critères relatifs et critères absolus de revenus locatifs, tu es d'office classé LMP. Donc, ça change souvent, mais et c'est ce par quoi j'ai commencé, ça change quand même moins souvent depuis 3 ans qu'avant. Et ça nous facilite la tâche parce que tu peux avoir une bah, meilleure on sait que les vision. stratégies qu'on met en œuvre, grosso modo, on va pas les changer non plus, même si on s'adapte évidemment à de grandes situations. Donc, tu prenais Jeff Bezos il y a 15 ans, je pense que les gens qui l'ont conseillé il y a 15 ans ne le conseillent pas de la même manière maintenant. Ils Ouais. ne lui proposent pas les mêmes solutions. J'en sais rien moi, tu prends, comment il s'appelle, Xavier Niel. Xavier Niel, il y a 20 ans, c'était pas le même que maintenant. Bon, ben là, c'est pareil. Donc, les hommes changent, mais c'est plus facile de les, comment dire, de n'avoir juste à gérer, voilà, c'est ça que je voulais dire, d'avoir simplement à gérer le changement des hommes et des entrepreneurs que le changement des hommes et de la réglementation, parce que là, ça devient délicat. Ouais. Et c'est déjà assez compliqué quand la situation d'un entrepreneur évolue. Alors, si en plus on doit travailler avec un changement de réglementation permanent, c'est difficile. Et c'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait que on a de la chance, et c'est une chance qui doit être saisie pour le coup. On en revient aux opportunités par tous les entrepreneurs de France ou tous ceux qui ont envie de se lancer, de se dire, pendant quelques années, au moins 2 ans et peut-être 7 ans du coup, on va enfin avoir une vraie stabilité. Et ça, ça me semble important. Quoi qu'on puisse penser des décisions, encore une fois, qui sont prises, hein, c'est pas le sujet, mais au moins, on a une stabilité. Et tu sais, en ce moment-là, enfin, moi je le vois de plus en plus. Je sais pas si c'est, tu vois, une mode ou si je suis plus exposé à ça. Tu as, beaucoup de personnes en fait qui pensent à une chose, c'est partir de la France. Notamment Oui, pour les impôts, notamment pour plein de choses, tu vois, plein de raisons, que ça soit facilité administrative ou même impôts, taxes, etc. Euh, c'est quoi ton avis là-dessus? Parce que de mémoire, on peut faire pas mal de choses déjà en France. C'est quoi ton avis là-dessus? Et à quel moment, en fait, tu penses qu'il vaut mieux faire quelques montages ou pas, tout en restant dans la légalité, forcément? alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut rester dans la légalité. Ouais, C'est pas parce que tu t'expatries que tu sors de la légalité, hein, pas du tout. Simplement, forcément. quand on s'expatrie, il faut faire les Ouais. choses bien. Moi, je connais des gens qui sont expatriés, ça s'est extrêmement bien passé, à Dubaï, Oui, oui, euh, totalement. à Malte, ailleurs. Bon, ce sont des choix personnels. Après, il y a une question morale derrière. Est-ce qu'on se la pose, est-ce qu'on se la pose pas? C'est à chaque individu de répondre en son âme et conscience. On n'est pas là pour faire de la morale. Mais de fait, il faut faire les choses bien. Ça, c'est certain. Euh, pour moi, l'expatriation d'un point de vue purement fiscal, je vais te dire vraiment les choses comme je le pense, c'est une énorme bêtise. De toute façon, j'ai réussi à le démontrer à pas mal de gens qui m'ont posé la question. C'est une énorme bêtise parce que l'expatriation fiscale, c'est la solution de celui qui n'en a pas, qui n'a pas trouvé justement les bonnes solutions en France. Donc ce n'est pas une solution, au final, c'est un échappatoire. C'est celui qui fuit, c'est une fuite en avant, c'est une fuite au sens propre et c'est une fuite au sens figuré. Euh, Celui qui s'expatrie parce qu'il veut vivre à l'étranger, parce que il veut avoir une expérience de vie différente, parce qu'il supporte plus les Français, parce que j'en sais rien. Il a besoin de changer de climat. Par exemple, il y a des gens qui vont en Espagne ou au Portugal parce qu'ils considèrent qu'il y a un meilleur climat que dans le nord de la France, ce qui est pas faux, hein. Ça, à la limite, moi, je trouve que ce sont de bien meilleures raisons que l'expatriation fiscale. Aujourd'hui, en fait, j'ai souvent entendu la phrase, comment dire, euh, les paradis fiscaux, ce sont des paradis, euh, probablement parce que la France est un enfer fiscal. Mais ça, c'est un peu court. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes à cette simple
figure de style ou à ce Ah, la simple jeu comparaison, de ouais. mots, enfin à cette simple, comment dire, Comparaison, c'est une comparaison. voler de l'esprit. Ouais. Ouais, voilà, ça reste court parce que ça amuse, ça sonne bien, mais c'est pas parce qu'il y a des Eldorado ailleurs que la France est forcément un enfer fiscal. Parce que quand on y regarde de plus près, comment dire, la fiscalité, il faut bien comprendre que c'est un outil de politique publique pour orienter l'investissement et la consommation. C'est pas autre chose que ça. C'est-à-dire que demain, la fiscalité écologique, je te prends un exemple dont beaucoup parlent, puisqu'elle a été, pour le coup, elle, elle a pas mal augmenté ces dernières années, avec le bonus-malus à l'achat sur les véhicules polluants, type diesel, 4x4, Land Rover, enfin, on connaît tout ça. D'où le débat, est-ce que je prends un véhicule en société? Maintenant, ça vaut moins le coup parce qu'il y a plus de TVS, il y a plus de bonus-malus. Ou est-ce que je le prends en perso? Mais si je le prends en perso, j'augmente mon taux d'endettement. Enfin bon, ça, c'est un débat qu'on fait souvent aussi avec les clients parce que ça joue beaucoup sur l'immobilier, contrairement à ce qu'on peut penser. Ouais. C'est un impact majeur, donc il faut faire très attention quand on achète une voiture à ce qu'on fait. Mais tout ça pour dire que la fiscalité, c'est un instrument et c'est pas autre chose qu'un instrument. Donc, ça veut dire que demain, tu veux échapper à la fiscalité quand tu achètes un véhicule de société, tu peux le faire. Tu peux éviter le bonus-malus et éviter la TVS chaque année. Bah, par exemple, tu achètes un véhicule électrique, hybride. Tu achètes une Tesla, tu achètes ce que tu veux. Bon, tu achètes une voiture française électrique ou hybride si tu considères que c'est une voiture de qualité. Et voilà, si tu considères qu'il n'y a pas d'équivalent français à une Tesla, bah, tu achètes une Tesla. Et tu peux toujours t'en sortir. Donc, tu peux éviter l'impôt. Tu vois, c'était un exemple concret. Demain, moi, je connais des gens qui devraient payer l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Ils évitent l'IFI parce que ils achètent des forêts. Ils achètent des GFF, des groupements fonciers forestiers, qui leur permet d'avoir 18% d'économie d'impôt puisque c'est éligible au dispositif IFI PME, donc impôt sur la fortune immobilière PME. Donc, quand ils achètent 10 000 euros de forêt, ils ont 2 500 euros de réduction, 1 800 euros pardon, de réduction d'IFI. Et ça va passer d'ailleurs à 2 500 euros, puisque la Commission européenne, il y a quelques semaines, validé le passage aux 25% de réduction d'impôt que la France demandait depuis 2 ans. Donc, pour ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui vont acheter des forêts. Pareil, il y a des gens qui investissent dans des startups qui sont éligibles euh, à la réduction d'impôt IRPME et qui ont une réduction d'impôt bah, du même ordre de grandeur. Il y a des gens qui font des plans épargne retraite, des plans épargne retraite populaires, des contrats Madelin, qui font de la déduction de base imposable et qui évitent de payer la tranche marginale d'impôt sur le montant de leur investissement. Donc, il y a pas mal de dispositifs qui existent en France et qui, justement, sont censés à chaque fois avoir un but bien précis. Il faut bien comprendre que si le cinéma français perdure autant alors que la qualité des films n'est pas toujours au rendez-vous, c'est parce qu'il y a un soutien massif de l'État à travers la fiscalité, à travers ce qu'on appelle les SOFICA, les sociétés de financement du cinéma audiovisuel. Donc aujourd'hui, tu as une loi qui dit que quand tu investis 10 000 euros dans une société de production éligible au dispositif des SOFICA, tu as 48% de réduction d'impôt. Donc ça explique pourquoi il y a de gros contribuables qui achètent des parts de Sofica chaque année. Ça soutient l'investissement dans le cinéma et donc ça soutient les films français. Que seraient ces films-là? Est-ce qu'ils existeraient s'il n'y avait pas un soutien fiscal à travers des niches fiscales? J'en suis pas certain. Donc c'est du protectionnisme fiscal, là. Pour le coup, c'est pas autre chose que ça, puisqu'on se protège de la concurrence de l'Inde hein, et des États-Unis à travers des incitations fiscales. Donc ça pourrait être autre chose, hein, parce que le protectionnisme, en général, c'est soit monétaire, soit douanier, mais là, c'est purement fiscal. Donc tu vois, c'est vraiment un outil d'orientation, si tu veux, de l'investissement et de la consommation qui fait que on prend certaines décisions. Donc, à partir du moment où tu connais les règles du jeu, si vraiment tu veux effacer l'impôt,
tu peux le faire. Et je dis pas qu'il faut le faire à chaque fois parce que ça nécessite des investissements qui sont lourds. Il faut que ça ait du sens par rapport à tes valeurs. Il faut que tu crois aussi en l'investissement que tu fais parce que avoir 4 800 euros d'économie d'impôt sur une Sofica quand ça vaut 10 000, si tu es persuadé que ça va tomber à 2 000 euros, bon, bah, à la fin, tu seras quand même perdant. Même si tu as gagné 4 800, tu auras fait une moins-value de 8 000 euros, donc tu seras quand même perdant à la fin. Donc, il faut que tu aies des convictions sur, encore une fois, on en revient aux convictions, tu vois, Ouais, tout ça est ouais. très cohérent hein, sur ce que tu fais. Mais les solutions, elles existent toujours. Il suffit d'en avoir connaissance de ces solutions et de les appliquer, c'est-à-dire de mettre en place les actions qu'il faut pour faire en sorte qu'elles deviennent une réalité pour toi Mm, et pour ton impôt. Donc, voilà, j'en reviens à ce que je disais. Là, à travers quelques exemples que j'ai donnés, mais on pourrait passer des nuits et des nuits à parler des niches fiscales. C'est un grand débat. Il y a eu des rapports parlementaires là-dessus. Il y a eu des programmes présidentiels, enfin, des parties de programmes présidentiels de plusieurs dizaines de pages là-dessus, faits par des experts. Enfin bon, on en parle, ça revient toujours sur le tapis. Et comme disait Gilles Carrez, l'ancien président de la commission des finances à l'Assemblée, quand il y a une niche fiscale, en général, c'est qu'il y a un chien qui aboie. oui. C'est pour ça qu'elles sont difficiles à réformer, parce que si demain, tu supprimes les réductions d'impôts Ouais. Sofica, bah, tu as tous les producteurs de cinéma qui vont gueuler. Si demain, tu supprimes l'IFI PME, enfin, tu supprimes les GFF, bah, tu as comment dire, tous les gestionnaires de forêt qui vont gueuler. Donc, c'est toujours pareil. Tout ça est très sensible, mais ça a du sens. Donc, c'est rationnel au départ en termes de décision. On sait pourquoi ça a été fait. Et de ce point de vue-là, les évolutions sur la fiscalité écologique vont être particulièrement intéressantes. Est-ce que demain, on pourra non seulement pas avoir de réduction d'impôts, mais surtout, est-ce qu'on pourra rouler en diesel partout? J'en suis pas certain. Mm. Donc, c'est fiscal, mais c'est aussi quotidien comme Ouais. question. Ouais, donc Ça dépasse même parfois la fiscalité. en fait, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le début. C'est conviction, valeur, tu as le fil rouge de la Bien sûr, connaissance, de bien sûr. l'investissement. Il y a tout est lié en fait. Ouais. Bien sûr. Et j'ai envie de te dire, en fait, justement, ta conviction, tes valeurs, en fait, enfin, tes valeurs et tes convictions, c'est ce qui fait le lien en fait entre toi, l'entrepreneur, et la situation. C'est-à-dire que si tu as une situation qui est incroyable, que tu es un entrepreneur qui est à l'écoute, potentiellement tu devrais matcher, mais en fait ça ne matche pas parce que tes valeurs, Ouais. ce cordon ombilical est coupé, c'est-à-dire que tes valeurs t'empêchent de saisir l'opportunité qui se présente à toi. Ou tes convictions. Parce que, à la limite, si tu raisonnes de manière amorale, donc tu ne penses pas à la morale, les valeurs ne rentrent pas en ligne de compte. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que ça peut s'envisager comme ça. À ce moment-là, ben, tes convictions doivent permettre de faire le lien entre l'opportunité et l'entrepreneur, et toi-même. Si c'est les valeurs, bah, c'est les valeurs. Et il vaut mieux que ce soit les deux en même temps. En tout cas, il faut au moins qu'il y ait les convictions. Parce que s'il n'y a pas de conviction, le business model ne peut pas fonctionner. Et comme là, on parle d'entrepreneuriat, bon, bah, c'est Non, clair que non, c'est non. compliqué. Faut y S'il y a les croire. valeurs qui se rajoutent, évidemment, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, bien sûr que je prends en compte, enfin, que je décide aussi en fonction de mes valeurs. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas aller. Il y a des choses qui ne me dérangent pas plus que ça. Et il y a des choses qui correspondent vraiment à ce qu'on appelle l'ikigai, hein, c'est-à-dire Ouais. finalement la confluence entre les compétences, les valeurs, l'opportunité et ce que tu apportes au monde. C'est un peu ça l'ikigai. Ouais. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a un livre là-dessus, Ikigai, qui a été écrit il y a pas mal d'années maintenant. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant parce que on est parti, tu vois, des opportunités, on est arrivé Ouais. sur l'entrepreneur, sa vision d'investissement, et on finit à travers la fiscalité et la discussion qu'on vient d'avoir sur les valeurs. Et là, les valeurs et les convictions, et là, c'est la quadrature du cercle, c'est-à-dire que la boucle est bouclée, et on en revient. Ben là, finalement, ça l'ikigai, en fait. C'est Ouais. tes compétences en tant qu'entrepreneur, l'opportunité qui se présente à toi, tes convictions, tes valeurs et la valeur que tu peux apporter au monde.
Alors là, ça, c'est un peu différent parce que la valeur que tu apportes au monde, euh, je suis pas certain que tu apportes forcément quand tu fais. Alors, par exemple, tiens, quand tu fais des mariages, quelque part, tu apportes de la valeur parce que tu rends possible finalement Oui, le euh, rêve d'un le plus couple. beau, le rêve, voilà, le rêve de tout couple au départ, de se marier dans un endroit incroyable. Donc là, tu as une utilité sociale. Par contre, quand tu, Par ouais, contre, je ouais, sais pas, acheter ta voiture en société ou en perso, c'est plus un moyen. ouais, Ouais, t'as pas forcément de valeur derrière. t'as pas forcément de valeur. C'est-à-dire que, bon, voilà, tu produis une voiture, tu fais du business avec une voiture. Alors, bon, t'as pas une utilité sociale, on va dire. C'est même l'inverse, puisque tu as une empreinte écologique. Bon, enfin, bon, on va pas faire Ouais. des débats sur, mais tu vois, potentiellement, ça pourrait être l'inverse. En fait, et ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Et je pense que aujourd'hui, les entrepreneurs, et je le reconnais à mon niveau, hein, j'ai pas toujours une unité sociale extrêmement forte. J'ai des clients qui me remercient et c'est aussi pour ça que je continue à faire mon métier parce que bah, et c'est gratifiant aussi qu'ils me remercient tous les jours de la qualité que je leur apporte. Maintenant, c'est pas parce que je leur donne des bons conseils que j'ai forcément une utilité sociale incroyable. En revanche, tu vois, bah, pour prendre un exemple que tu connais bien, Olivier Roland avec son livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Finalement, dans son livre, c'est des compétences. Mm, mm, mm. C'est un recueil de compétences de 15 ans d'entrepreneuriat qui est absolument incroyable. C'est une opportunité qu'il a eue de rédiger son livre assez facilement parce qu'il avait fait des journaux de bord, parce qu'il avait fait des blogs. Il a rassemblé en fait toutes ces idées-là dans un bouquin. Mais finalement, Ouais. c'était une occasion qui s'est présentée à lui parce que il a joué sur l'effet de levier, non pas cette fois financier ou bancaire, mais l'effet de levier éditorial, dans le sens où son bouquin était déjà prêt, c'était juste un puzzle qu'il fallait qu'il mette en œuvre avec ce qu'il avait déjà. Il apporte de la valeur au monde parce que ben, il rend possible des vies qui sont aujourd'hui des vies qui sont empêchées par la société, empêchées par parfois le stress au travail, etc. Donc, il donne des perspectives à des gens pour se sortir de leur situation individuelle et réduire l'écart entre leur cible et leur situation actuelle. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas atteint forcément professionnellement du point de vue de l'immobilier, du point de vue de l'entrepreneuriat, tous leurs objectifs. Ouais. Leurs vies sont empêchées par un certain nombre de paramètres. Et en même temps, il y a un marché pour Olivier Roland parce que c'est un moyen aussi de se faire connaître, donc de décupler Ouais, bien sûr. derrière ses ventes d'autres produits dérivés, parce que c'est pas sur le livre qui va faire de l'argent, hein. Aujourd'hui, quand tu écris un livre, grosso modo, tu gagnes pas d'argent à part si tu t'appelles Sarkozy et que tu fais 1 million de ventes en 2 mois, hein, ce qui est, je sais pas Oui, combien il a vendu, c'est plus pour mais l'autorité, c'est plus pour. voilà. Mais c'est l'autorité qui, derrière, en fait, indirectement, te génère forcément du business sur les autres produits que tu as à vendre. Ouais. Donc là, tu vois, typiquement, lui, quand il fait son livre, c'est vraiment un exemple, il est dans l'ikigai. Parce que la valeur qu'il apporte au monde grâce à son livre est bien supérieure à, à la valeur qu'il peut apporter, qui est certes indéniable, hein, mais sur des business qui sont plus classiques que lui pourrait avoir ou que d'autres pourraient avoir, mais qui, encore une fois, sont tout à fait respectables. Ouais. Heureusement que pour créer un business, tu n'as pas besoin d'avoir une utilité sociale extrêmement forte, parce que sinon, on ne créerait pas beaucoup de richesses en France. Mm, mm, mm. Euh, voilà, donc ça me semble important. Ouais. Et donc, pour tous ceux qui veulent lire, enfin, vraiment, moi, j'incite ta communauté, je pense qu'une bonne partie l'a déjà fait, à aller lire l'Ikigai parce que c'est un super bouquin. Et c'est peut-être par ça qu'on devrait commencer avec La semaine de 4 heures, évidemment, et Paris, hyper Voilà, après, pauvre. tous les classiques, ouais. Tous les classiques, bon, Ouais, voilà, on les connaît tous, donc ouais, on va pas les citer, ouais. on va pas les Euh, citer. je veux poser une question hyper ouverte. Ça va faire enfin, c'est pour donner en fait un petit clin d'œil à ceux qui écoutent l'émission. Euh, je veux te parler de l'ornithorynque. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire. D'accord? L'ornithorynque, tu vois, c'est une bestiole, on va appeler ça comme ça, qui est à la fois reptile et mammifère. Ok? Ok? Qui se noie entre guillemets enfin, entre tout ça. Euh, Toi, dans tout ce qui est, que ce soit investissement, que ce soit optimisation fiscale, que ce soit gestion de patrimoine, etc., tu es constamment aussi dans les deux mondes, c'est-à-dire dans le monde
de ton client ou le monde même de toi, tes propres intérêts personnels, Mhm. si tu fais ça pour toi, ou les intérêts de tes clients si tu fais ça pour eux. Et aussi, tu vois, avec le système français ou le système mondial, peu importe, est-ce qu'on peut dire, du coup, tu me réponds ce que tu veux, je m'en fous, est-ce qu'on peut dire que tu es un peu l'ornithorynque de la finance? J'aurais pas cette prétention parce que pour une raison très simple, c'est qu'il y a, j'ai des confrères, des concurrents, enfin, qui sont plus des confrères que des concurrents parce que je travaille aussi avec eux qui font la même chose que moi, qui ont même plus d'expérience que moi, qui savent plus de choses que moi. Je pense il faut, comment dire, euh, ce qui est important dans la vie, c'est pas la fin, c'est le chemin. Je m'explique. On s'en fout d'avoir X clients, on s'en fout de multiplier son chiffre par 10. Moi, quand je me lève le matin, je me dis pas il faut que je facture X euros aujourd'hui. Ça se passe pas comme ça. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est le progrès individuel et le progrès social, le progrès collectif. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Encore une fois, c'est le chemin qui est important, c'est pas la fin. Pour une raison très simple, c'est que quelqu'un qui naît avec une cuillère en argent dans la bouche, qui naît avec 1 million, 10 millions d'euros de patrimoine, à la fin, peut-être que il va faire x10, il va arriver à 100 millions. Mais est-ce que le gars qui naît avec 100 euros et enfin, non, peut-être pas, c'est pas un bon exemple, mais quelqu'un qui naît avec 1000 euros et qui fait fois 100, qui arrive à 100 000 euros, est-ce qu'il n'a pas autant de mérite que celui qui fait fois 100 à partir de 10 millions? En fait, il en a peut-être même plus parce que il n'a pas forcément l'effet de levier bancaire dont dispose celui qui a un gros patrimoine et qui décuple en fait les possibilités d'investissement. Donc, le gars qui a fait x10 avec plus de patrimoine que le gars qui a fait x10 avec moins de patrimoine, finalement, il a moins de mérite que celui qui est parti avec moins, alors qu'ils ont fait x10 tous les deux, Ouais, ouais. justement parce qu'il n'a pas l'effet de levier. Donc en fait, tu vois que finalement, et à la fin, l'autre est quand même beaucoup plus riche. Donc ce qui est important, c'est pas la fin, parce que malheureusement la vie fait que, et le système dans lequel on vit, qui est un système basé sur l'héritage, sur l'appropriation privée, et donc sur l'héritage, même si en France, il y a une taxation des héritages qui est là et elle n'est pas parfaite, il faudrait la réformer. J'ai plein d'idées là-dessus, mais bon, c'est pas le sujet. Je pense qu'il faudrait aller encore plus loin pour le coup, pour qu'il y ait une méritocratie qui soit beaucoup plus forte. Et ça, les entrepreneurs sont d'accord avec moi parce que justement, les entrepreneurs savent à quel point, comment dire, le mérite est important. Ouais. Donc, en général, quand tu creuses un peu, que tu discutes avec des entrepreneurs, ils te disent qu'il faut justement taxer encore plus les héritages pour pouvoir libérer la création de richesse. Ça, c'est hyper important à comprendre. Moi, je suis à fond pour ça, bien sûr, pour libérer la création de richesse et que ce soit compensé, parce que ça, c'est pas de l'argent qui se crée tout seul par magie comme ça, que ce soit compensé justement par une méritocratie qui soit plus forte et une justice sociale, une justice fiscale, notamment à la naissance, qui soit plus forte. Mais ça, c'est mon point de vue. Et donc, ce qui est important, c'est le chemin. Alors, oui, certains vont me considérer comme ceci, comme cela. Certains vont avoir une plus haute opinion de moi que d'autres. C'est normal. On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes convictions, on n'a pas tous le même jugement. Euh, voilà. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est pas d'avoir un surnom ou d'avoir, comment dire, d'avoir une image ou quoi que ce soit. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'apporter de la valeur aux clients, donc de les faire progresser, moi, de m'améliorer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je lis beaucoup, hein, comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure. Ouais. Je lis beaucoup. Tout ce qui me passe par la tête, parce que tu vois, là, ça, je sais pas combien de temps ça fait qu'on discute. On discute depuis un peu Ça plus peut d'une faire heure une peut-être. heure, ouais. Voilà, eh ben, tu vois, on a parlé de plein de choses. On a parlé de fiscalité, on a parlé d'immobilier, on a parlé euh, de, euh, euh, de développement personnel, Ouais. on a Seul- parlé de pas mal de choses. ouais. Et Et donc, seuls ceux qui te connaissent savent que tu peux parler des heures et des heures et des heures sur je 36 peux 000 parler sujets. des heures et des heures. Là, tu vas peut-être me dire qu'on s'arrête, mais Non, non, ça pas du pourrait tout. durer des heures, ça ne me dérangerait pas. Mais tu vois, on peut parler de plein de trucs. Et en fait, tout est lié parce que quand tu fais de l'entrepreneuriat, bah, finalement, tu es quoi? Bah, tu es un DRH si tu as des hommes à gérer. Tu es Ouais. un directeur financier parce que tu as un plan de trésorerie
à suivre, à respecter si tu veux pas te planter. Tu fais de la fiscalité parce que tous les mois ou tous les trimestres, tu payes ta TVA. Tous les ans, tu payes ton IS. Tous les mois, tu payes éventuellement ton impôt à la source. Tu payes tes régularisations de cotisations sociales, que tu Mhm. sois à la SSI ou tu payes ta Sécu tous les mois si tu es au régime général. Donc, et tu es aussi un être humain. Tu fais du management, tu fais du dev perso, tu fais de la relation, tu gères de la relation humaine. Donc, il faut avoir, en fait, il faut marcher non pas ses deux jambes, mais sur ses cinq pattes, hein, si je puis dire. Ouais. Tu vois, t'es pas un homme à deux jambes, tu es plus que ça, tu es un mouton à cinq pattes. Donc, si tu marches pas sur tes cinq pattes, ben, tu y arrives moins bien. Et c'est pour ça que un businessman, soit il est très généraliste au départ, et tant mieux pour lui, il arrive à tout faire, soit c'est un spécialiste. Euh, Par exemple, un pharmacien aujourd'hui qui montrait une usine de masques, je suis pas sûr qu'il s'en sortirait. Par contre, Mhm. si ce pharmacien a une fibre business généraliste, il va s'en sortir beaucoup mieux parce qu'il va être capable de gérer de la production, il va être capable de gérer des délais de paiement, des fournisseurs, Ouais. Ouais. des clients, il va être capable de gérer un plan de financement, de trésorerie, il va être capable d'avoir un produit marketing, de packager, d'emballer. Tu vois, donc est-ce qu'un spécialiste fait un bon chef d'entreprise? Ben, s'il sait s'adapter, oui. S'il sait déléguer, oui. Mais s'il sait faire ni l'un ni l'autre, non. Et donc, ben, pour réussir, sachant que tu ne peux pas forcément t'entourer pour des raisons financières au départ parce que ben, tu n'as pas forcément l'argent pour, Mhm. les sommes à investir pour, parce que tu pars de zéro. C'est ça aussi qui fait la beauté de la chose. C'est que tout ce que tu as créé, tu te le dois à toi et à personne d'autre. Ça, c'est génial quand même, quand on y réfléchit. Du coup, forcément, tu dois développer des compétences, sortir de ta zone de confort. Et ça, un entrepreneur sait mieux que quiconque qu'il Ouais. doit en permanence, matin, midi et soir, sortir de sa zone de confort, faire de l'administratif, 10 minutes après, passer un coup de fil hyper important à un client, 10 minutes après, faire 300 bornes pour aller chercher un produit à un fournisseur, prendre sa voiture, passer des cols dans la voiture, donc faire des tâches en fait vachement élémentaires et parfois réfléchir sur des problèmes hyper intéressants, intellectuellement gratifiants. Mais il doit avoir cette agilité, cette souplesse. Et donc, de ce point de vue-là, ça répond un peu à ta question, même si ça ne répond pas sur moi, il doit être un reptile plus qu'un mammifère. Ok. Il doit être un serpent dans le sens où il doit pouvoir zigzaguer entre les tâches, non pas zigzaguer de conviction, il faut bien faire la distinction entre les deux, non Ouais. pas changer de conviction, c'est pas ça, mais dans une même journée, il doit slalomer. Slalomer entre les obstacles, slalomer entre les coups de fil, slalomer entre les tâches, slalomer entre les impératifs, entre les rendez-vous. Voilà. Et ça, ce caractère de serpent, de reptile, non, ça me paraît être hyper important quand on est entrepreneur, parce que on doit sans cesse s'adapter, et non seulement sur un horizon de temps de plusieurs années, dans une année aussi, et c'est ça qui est aussi beau, dans une même journée. Donc, tu te lèves le matin, je suis persuadé que toi, quand tu te lèves le matin, tu as plein de surprises qui viennent à toi. Bon, Ouais, ben forcément. donc, Ça dépend des jours, ouais, mais oui. des fois, tu as des coups de fil de clients que tu n'attendais pas. Tu dois les gérer, Ouais. tu dois gérer les urgences, etc. Tu as des imprévus. Bon, donc ça, c'est… Ouais. Avant de passer à la dernière phase pour clore aussi le podcast, je voulais te poser une question essentielle à mon sens. On parle beaucoup et trop souvent, je pense, de réussite, de succès, etc. Mais le plus intéressant, je trouve, c'est vraiment d'analyser tout ce qui est échec, tout ce qui est leçon à en tirer ou même épreuve. Est-ce que toi, tu as une énorme épreuve ou un énorme échec, pardon, qui t'est arrivé, peu importe si c'est sur du fiscal, peu importe si c'est sur de l'immobilier, de l'investissement, et que tu as énormément appris là-dessus? Est-ce que tu as un exemple? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Euh, alors là, tu me poses une question à laquelle je n'étais pas préparé. Euh, je vais essayer d'y répondre. J'ai eu, bien sûr, comme tout le monde, des réussites, mais aussi des échecs. Ça fait partie de la vie. Et comme disait Mandela, hein, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, Ouais. je ne perds jamais. Euh,
Oui, on en a tous eu et j'en ai eu aussi. Moi, pour prendre un exemple concret, moi, les échecs qui m'ont le plus marqué, c'était dans le sport. Ok. Quand j'étais petit, puisque j'ai voulu en fait faire une carrière dans le tennis. Bon, comme beaucoup de gamins à l'époque, je me suis rendu compte que bah, c'était trop difficile parce que pour rentrer dans le top 100, pour être un vrai joueur de tennis qui fait les quatre grands chelems, etc., bon, bah, il faut avoir un niveau incroyable. Aujourd'hui, ça se compte sur les doigts de la main, hein, des gens en France qui ont réussi à faire ce genre de carrière, sur les doigts de deux mains, mais maximum deux mains. Euh, donc, mon premier, mon vrai échec, en fait, il a vraiment été sportif parce que ben voilà, du jour au lendemain, tu te fais une raison et tu te dis, je m'imaginais jusqu'à hier, hein, vraiment hier, Ouais. donc Ouais. jusqu'à il y a 24 heures ou jusqu'à hier soir, comme jouant à Roland-Garros un jour ou l'autre, et puis du jour au lendemain, tu te dis que c'est plus possible. Tu as basculé en fait. Ouais. Tu as basculé, tu te dis que c'est plus possible parce que les mecs de ton âge, ils sont déjà 3-4 classements au-dessus de toi. Ils ont déjà fait des tournois dans le monde entier. Moi, j'étais de l'année de Del Potro, hein, je suis de 88, donc ils se coltinent les Del Potro aux États-Unis à l'Orange Bowl. Toi, tu n'es pas présent au tournoi. Donc, tu dis que tu n'es déjà plus dans la partie et que c'est trop tard. Bon, euh, c'est la vie. En fait, c'est la vie. Il faut accepter ce genre de choses. Il faut accepter de basculer de l'autre côté, c'est-à-dire que l'espoir s'arrête, tout simplement, du jour au lendemain. Il faut l'accepter. Je t'ai pris comme exemple le tennis parce que dans le business, j'ai pas d'exemple aussi Ouais, frappant mais que celui-ci. c'est inspirant parce qu'au final, la leçon de ça, c'est juste que bah, il faut à un moment, tu vois, te faire à l'idée que X ou Y et t'acceptes, ça te forge et ensuite tu continues, quoi. Tout à La fait, vie s'arrête pas, quoi. tout à fait, tout à fait. Et en business, en fait, ça pourrait être exactement la même chose. C'est-à-dire que demain, je pourrais demain avoir un business qui s'arrête du jour au lendemain. Tu vois, Ouais. par exemple, bah tiens, on en revient au mariage. Demain, tu veux faire des mariages, la mairie t'autorise pas le RP. Tu as mis 6 mois à sourcer ton bien, ou ça fait 2 ans que tu es sur l'affaire. Tu as réussi à avoir le prix, tu avais le financement, mais la mairie dit non à l'ERP. Ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, ton rêve, il est brisé en fait. Ouais, ouais, Il est ouais. brisé du jour au lendemain, ton espoir disparaît. Ça peut être le cas aussi au niveau sentimental. Demain, tu es avec quelqu'un, tu es en couple depuis 5 ans, bon, ben, ça s'arrête du jour au lendemain. Ça, je pense que malheureusement, certains de tes auditeurs l'ont connu, forcément. Bon, ben voilà, il faut faire avec, la vie continue et tu vas avoir d'autres opportunités, hein. Donc, c'est vrai au niveau sentimental, c'est vrai au niveau business, c'est vrai au niveau entrepreneurial, c'est vrai au niveau sportif. Ouais. Mais je pense que pour sortir de tout ça, la lecture, j'en reviens toujours à la lecture, mais c'est hyper important, bien sûr, parce que ça ouvre de nouvelles perspectives. Et de toute façon, les idées viennent en lisant ou viennent en marchant. Moi, ça a toujours été comme ça pour moi, en tout cas. Ouais. C'est-à-dire que quand je fais une balade en forêt, mes idées me viennent. C'est pour ça que j'ai toujours soit mon téléphone avec moi, avec les Sur un notes, carnet, ouais. en fait, noter les idées Ouais. qui viennent, parce que les idées, en fait, elles viennent, mais elles s'arrêtent, enfin, elles peuvent repartir tout de suite après, y compris la meilleure idée du monde. Donc, c'est rageant de l'avoir échappé de l'esprit une demi-heure après quand tu rentres chez toi, de dire putain, j'ai une super idée, mais je me souviens plus, et puis ça se trouve, elle ne reviendra jamais. Donc, il faut toujours avoir de quoi noter sur soi. Donc, soit son téléphone, soit un papier-crayon. Et, et donc, la lecture. Et la deuxième solution pour s'en sortir quand on a un échec comme ça, je pense que le voyage Ouais, joue beaucoup. changer d'air, quoi. Changer d'horizon. Changer d'air, mais quand je dis changer d'air, c'est vraiment changer d'air. C'est-à-dire que tu es dans le Pays Basque français, tu vas pas faire un week-end dans le Pays Basque espagnol, quoi, parce que ça se ressemble un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, je pense que t'es dans le Pays Basque français au mois de janvier. Il vaut peut-être mieux que tu prennes ton avion et que tu ailles dans un pays chaud qui stimule Ouais. un peu plus les neurones, où tu te sens mieux en tout cas, où ton cerveau sera plus productif, tu seras plus relaxé. Ouais. Ouais.
Ouais, Le soleil va t'apporter beaucoup. De toute façon, ça a été scientifiquement prouvé que la lumière était importante. Voilà. Moi, j'ai toujours été plus inspiré quand j'ai fait des voyages en Floride que quand j'étais en Laponie. Et c'est pas un ouais, hasard. ouais, Parce qu'il y avait beaucoup plus il y a beaucoup plus de lumière quand tu es au bord de l'équateur que quand tu es en Laponie où il fait jour, mais il fait gris ouais, surtout, 3, entre 4 10 heures jours, et 15 heures, même ouais, si 3, la 4 Laponie est probablement un des plus beaux endroits du monde. ouais, C'est pas le sujet. Mais tu vois, le voyage reste, à mon avis, hyper important pour un entrepreneur, beaucoup plus pour un entrepreneur que pour un salarié, parce que un entrepreneur, il innove en permanence. Mhm. Il doit toujours chercher de nouvelles idées pour aller chercher plus de clients, pour développer de nouveaux produits. Et donc, la lecture et le voyage sont encore plus importants. Je ne dis pas que ce n'est pas important pour un salarié, bien sûr que c'est important, mais encore plus pour un entrepreneur que pour un salarié. Ça, il faut pour, bien l'avoir en tête. pour stimuler cette créativité-là. Pour stimuler cette créativité, Ouais, exactement, qui est à la fois mentale et physique, parce que les signaux, comment dire, que t'envoie ton environnement, et notamment le soleil sur ton corps, ont bien évidemment une influence directe et drastique sur ta capacité à produire des idées. ouais. On arrive à la fin du podcast. J'aimerais pour cette dernière phase passer, comme toutes les autres émissions, dans un petit, je sais même pas comment on appelle ça, une série de questions où le but, en fait, c'est vraiment de répondre le plus rapidement possible, ok, pour que, tu vois, tu laisses place, en fait, au momentum de tes réponses. Ok, Donc, est-ce qu'on est bon avec ça? On va faire un tour de chauffe. Est-ce qu'on est bon? ouais, ouais, c'est bon. Ok. Donc, pour le tour de chauffe, bleu ou blanc? Facile. Le. Ok. À quoi tu penses dès le matin quand tu te lèves à part prendre ton café et ta journée? Euh, Bah écoute, je suis désolé, je vais te répondre, c'est pain au chocolat, smoothie chocolat chaud. Ok. Je pense qu'à ça. Original. Si tu devais définir ton parcours en un seul mot, ça serait quoi? Euh, Fonceur. Ok. Est-ce qu'il y a une citation qui résonne en toi? Oui. Alors, il y en a deux. Il y a celle de Bossuet. Dieu rit des gens qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et puis, il y a la mienne. La vie ne célèbre pas les hommes de talent, elle récompense les hommes de caractère. Ok. Est-ce que tu as, que ça soit pour toi personnellement ou dans tes business, tes investissements, une règle de vie que tu appliques constamment? Ouais. Les tâches journalières. Ok. Toujours. Je me Ok. lève le matin, je sais ce que j'ai à faire. Tout est écrit. Mais il faut aussi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, garder les oreilles bien ouvertes et les yeux bien ouverts également. Ok. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux qu'on retienne de toi? Euh, qu'on retienne de moi, Ouais. excuse-moi de prendre un peu de temps pour réfléchir. Vas-y, vas-y. Euh, Sincère. Ok. Être sincère. Sincère, c'est-à-dire Ok. que je dis ce que je pense. Je pense Ouais. voilà, avoir dit tout ce que je pensais là dans tout ce qu'on s'est dit, Ouais. mais ça ne veut pas dire qu'il faut être agressif, qu'il faut être dans le conflit, pas du tout. Ça veut dire que ça ouvre justement la discussion, de dire ce qu'on pense, et ça permet aussi, nous, de progresser parce qu'on nous avance des contre-arguments en permanence. Donc, on progresse beaucoup plus quand on dit ce qu'on pense parce qu'on éveille le débat Mhm. sur tous les sujets que quand on ne dit pas ce qu'on pense parce que on ne confronte jamais sa position à celle des autres et donc on ne fait pas progresser justement ses propres arguments. Ouais. Est-ce qu'il y a eu, là je veux qu'on parle vraiment investissement plus immobilier et entrepreneuriat, pas tes Ouais. activités à côté. Est-ce Mhm. qu'il y a eu une très belle rencontre que tu aimerais citer? Ouais, j'ai eu une belle rencontre avec un associé et ça s'est fait. C'est pour ça que je remercie souvent le sport. Ça s'est fait au tennis. Ok, En fait, pour tout te dire, toutes les rencontres que j'ai faites et qui durent depuis des années, elles se sont toutes faites au tennis. Au tennis, par le biais de mon école où j'étais avant, mais enfin, si tu veux, c'était le club de tennis de l'école, donc c'était le tennis indirectement.
au tennis tout court, il y a quelques années à Paris avec deux personnes avec qui j'ai fait beaucoup, beaucoup de business. Alors après, c'est logique parce que bah, comme je passe beaucoup de temps au tennis, parce que Ouais, c'est mon hobby principal, bah forcément, je crée des opportunités. Mais c'est pour te montrer que dans le sport, peut-être plus qu'ailleurs, les rencontres sont peut-être naturelles. C'est-à-dire que c'est plus naturel de créer des liens avec un sportif qui partage ta passion que dans un after work un ouais, peu, un peu normé, si tu veux. je vois. Ouais. Je dis pas que ça sert à rien, bien sûr que ça sert de faire des after work et j'en ai fait, c'est pas le souci, mais voilà, où on échange les cartes de visite, quoi, tu m'as Ouais, compris. ouais, totalement. Si on se concentre du coup seulement sur immobilier et entrepreneuriat pardon, en ligne, Oui. qui est-ce que tu aimerais voir passer dans le prochain épisode ou dans un prochain épisode? Bah, si c'est pas déjà fait, Mehmet. Non, il est pas déjà Ah passé. bah, tiens, bah, Mehmet, ça Allez, peut être génial parce que Mehmet, bah, moi, comme tu sais, on se connaît bien tous les ouais, trois. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il a beaucoup de valeur à apporter au sens propre comme au sens figuré parce que bah, il a une vision du monde de par son métier, hein, parce ouais, qu'il ouais, ouais, rappelle à tes auditeurs, il est coach certifié en PNL. Donc il a une vision du monde à travers la PNL. C'est un vrai professionnel. Il apporte beaucoup de valeur à ses clients. Moi-même, je suis beaucoup ce qu'il fait puisque je suis abonné à sa newsletter, à ses vidéos. Donc, je regarde toutes ses vidéos, mon Starter, etc. Enfin, vraiment tout. Donc, je suis un grand fan et je trouve que c'est quelqu'un qui a en plus une expérience que nous, on n'a pas ouais. parce que bah, il est plus âgé que nous, donc il a plus de vécu. Et donc, bah, moi, j'ai 32 ans. Toi, tu es de la même génération. Lui est quand même un peu plus expérimenté que nous. Et donc, pour ces raisons-là, bah, je trouverais ça naturel. En plus, tu le connais bien que Ouais, totalement. Ouais. interviennent dans ton podcast parce que bah, je suis sûr que beaucoup de gens seraient accrochés à tout ce qu'il dirait et comme un peu dans un film, tu vois, où tu dis mais Ouais, j'ai ouais, envie de mais connaître. c'est certain, c'est certain. Ça, c'est certain. Après, alors, lui, c'est un coach PNL, donc c'est un peu particulier. Mais si tu me parles d'un business enfin, axé sur l'immobilier, par exemple, là, bien évidemment, c'est Tom Monopoly, Ouais, qui est mon ami avec qui je travaille. On organise d'ailleurs un séminaire. Je fais ma pub les 10 et 11 octobre à Paris. Euh, et Tom, bah, voilà, c'est quelqu'un. Pour moi, Tom, c'est un peu c'est un méritocrate de l'immobilier, quoi. C'est-à-dire que il est parti de rien, il est arrivé très très haut. Et son histoire elle est incroyable. Enfin, je ne vais pas la raconter à sa place. Il la racontera tout seul, j'espère, si tu lui parles. Mais son histoire elle est incroyable. Il a, euh, il a des qualités humaines et entrepreneuriales exceptionnelles. Bon, voilà, c'est vraiment quelqu'un à découvrir. Certains le connaissent déjà bien, puisqu'il commence quand même à, à faire son trou dans le marché de l'infoprenariat immobilier, mais c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de convictions, ouais. de valeurs et de choses à apporter aux gens, beaucoup d'expérience, un grand vécu, mais il mérite vraiment, je pense, d'être présent dans ton podcast. De toute façon, je le contacterai, je le connais un petit peu, légèrement. Je le contacterai et Mehmet, oui, il doit passer et il va passer s'il nous écoute dans Ah, bah, le podcast. Donc, il y a très, très, très bon choix. Très, très bon choix. bah, super. Est-ce qu'il y a une question, ça c'est la question piège, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je t'ai pas posée? Ouais, ouais, tout à fait. Et tu vas faire le lien avec tout ce qu'on s'est dit. Ouais. Euh, la question que j'aurais aimé que tu me poses, c'est quand j'ai parlé de père riche, père pauvre, est-ce que tu veux mourir pauvre ou est-ce que tu veux mourir riche? Ok. C'est quoi ta réponse du coup? Et la réponse, évidemment, c'est si je te parle de ça, elle est disruptive. La réponse, évidemment, qu'il faut mourir pauvre. Bien sûr. Alors, ce qui veut dire ne pas laisser grand-chose, c'est ça que ça veut dire, hein, mourir Oui, bien pauvre. sûr, ouais, on s'est compris. C'est-à-dire ne pas laisser grand-chose à ses héritiers. Euh, alors, tu vas me dire, mais si demain bah, tu réussis, bon, ça a un peu déjà commencé, mais si demain tu poursuis sur ta lancée et que tu deviens Jeff Bezos, j'en sais rien, qu'est-ce que tu vas faire?
Justement, c'est l'étape d'après, c'est que ma conviction, c'est que ce qui est important, c'est pas la fin, c'est le chemin. Et la dernière étape du chemin, alors elle peut se faire avant, mais enfin, c'est plus logique qu'elle se fasse après. La dernière étape du chemin, c'est la dernière étape de l'ikigai, c'est-à-dire apporter de la valeur au monde. Ouais. Et évidemment, si demain, tu peux apporter. Malheureusement, c'est comme ça. C'est peut-être con, c'est peut-être injuste, mais c'est comme ça. Tu peux apporter plus de valeur au monde si tu peux davantage aider les autres financièrement, si tu peux financer une association, que si tu peux pas le faire. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que tu as un plus grand cœur parce que tu le fais. Ouais. Ça veut dire que tu as du cœur, mais tu as aussi les Mais, moyens pour faire en sorte que ton cœur se traduise par des actions et des aides concrètes, en l'occurrence. Euh, donc, voilà, moi, j'ai pas envie, si tu veux, de mourir le plus riche du monde. Ça m'intéresse pas. Je le dis là encore avec la plus grande sincérité. Ceux qui me connaissent savent que je le pense vraiment. Et en plus, enfin, socialement, ça me dérangerait parce que je me bats tellement contre justement les héritages, contre les choses indues, contre l'injustice, euh, contre les inégalités de naissance, que ça serait contraire à mes valeurs et surtout contraire à la réussite éventuellement des enfants, si j'en ai plus tard, qui seront les miens, que de laisser en héritage un gros patrimoine si un jour j'en ai un très gros. Tu vois, ça serait contraire à mes valeurs. ouais, Parce que je je pense vois. que le chemin, encore une fois, rappelle-toi des 1000 euros et des 100 000. Celui qui part avec 100 000 ou avec 1 million, il a l'effet de levier que l'autre n'a pas. Et donc, l'autre, à la fin de sa vie, pourra se dire le chemin que j'ai parcouru est un chemin finalement relativement beaucoup plus important que celui parcouru par mon Ouais, voisin, qui lui aussi a fait x10, mais pas en partant ouais, de la même base, et donc n'a pas forcément, même s'il est respectable en tant qu'être humain, bien évidemment, n'a pas forcément les mêmes mérites que moi. Donc, voilà, ça c'est vraiment important pour moi de, 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 d'apporter tout ce que je peux jusqu'au dernier jour. On verra quelle forme ça prend. Ça peut être un engagement associatif, ça peut être, euh, ça peut être une fondation d'utilité publique. Tu as plein de formes juridiques aujourd'hui en France et dans le monde qui permettent justement ce genre de choses. Euh, voilà, ça peut être aussi, euh, bah, euh, comment dire, euh, profiter de ces moyens-là pour justement écrire un livre à partir d'expériences de voyage qui auraient été faits. Si demain tu veux écrire un livre sur la comparaison des systèmes fiscaux, justement, de transmission des héritages, la comparaison de la taxation des héritages dans différents pays, tu peux être amené à voyager, et donc à avoir des frais importants. Et là, tu apportes une valeur non pas directement, parce que tu ne fais pas une aide financière directe à une association ou à un engagement autre, ouais, mais parce que tu apportes de la valeur du point de vue intellectuel avec un livre qui t'a coûté de l'argent. Qui n'en a pas rapporté beaucoup parce que tu vas pas forcément le vendre beaucoup. Et puis de toute façon, ça ne te rapportera pas d'argent si tu n'es plus là. Mais au moins, ouais, tu mais auras apporté de la valeur. voilà, t'as Donc, tu laissé vois, une ça, ça, trace, quoi. ça peut prendre. Voilà, tu laisses une trace. Ça peut prendre plein de formes particulières. Bon, il y en a qui écrivent. Tu vois, les présidents de la République, ils écrivent. Ils veulent laisser une trace. Macron a dit qu'il écrirait après son ou ses mandats. Euh, donc ça, c'est important de laisser une trace parce que c'est une valeur qui est incroyable parce que non seulement c'est une valeur que tu vas donner en fait pendant ton existence, Ouais. mais qui va perdurer. Et c'est ça qui est Mhm. beau en fait, c'est que finalement, potentiellement, tes travaux vont inspirer des chercheurs dans 40 ans ou des Ouais, clairement. Ouais. Mm. décisionnaires de l'action publique qui vont prendre des décisions sur la base de tes travaux. Ouais, Donc, ouais, tu apporteras une valeur non seulement pendant ton existence, mais après. Et ça, c'est encore plus fort parce que ça décuple ton impact, ton empreinte, positivement parlant, sur le monde, sur la société, sur le pays dans lequel tu vis. Et ça me paraît extrêmement important. Donc, voilà, c'était ça la question que je voulais que tu me ok. poses.
est-ce que tu veux mourir riche ou est-ce que tu veux mourir pauvre? Évidemment, il faut mourir pauvre. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre pauvre, je le souhaite à personne, Ouais. parce que voilà, maintenant, il n'y a pas que l'argent dans la vie, hein. Il y a des gens qui vivent avec des moyens limités et qui sont très heureux, donc c'est pas le sujet. L'argent ne fait pas le bonheur, sinon ça se saurait, et il n'y aurait pas des millionnaires qui se suicideraient. Donc voilà, c'est pas aussi simple que ça, et heureusement d'ailleurs. Mais en tout cas, mourir pauvre, ça c'est certain. Moi, pour le Tu le coup, feras. c'est une des nombreuses convictions que j'ai. Ok. Si tu avais un seul et unique conseil à ceux qui nous écoutent, que ce soit vraiment, pas forcément si tu veux immobilier ou business, mais vraiment si tu veux sur penser système, penser optimisation, penser fiscalité, ça serait quoi? Hum, Ça serait pensé justement avec les données d'aujourd'hui et non pas faire des élucubrations sur le LMNP va disparaître parce que D'accord. c'est une Ouais. anomalie. Voilà, ça va changer. Ah ben non, lui, il a dit ça, donc ça va changer. Non, je pense qu'il faut vraiment être simple, c'est-à-dire composer avec les données, avec les lois, avec le système d'aujourd'hui, euh, partir du postulat qui est conforté, hein, par la situation depuis 2017, partir du postulat que ça n'a pas vocation à bouger, parce que si c'est comme ça, c'est qu'il y a des raisons que ça n'a pas vocation à bouger. Si ça bouge, on adaptera les solutions, Ouais. comme on les a toujours adaptées, tu vois. T'analyses et Mais, t'ajustes. Ouais. mais c'est déjà assez compliqué comme ça, pour ne pas en plus se torturer l'esprit avec des élucubrations, encore une fois, voilà, qui à mon sens, sont contre-productives parce qu'elles paralysent l'action. Un entrepreneur, il doit éviter au maximum d'être paralysé. Tous les parasites, pour le coup, qui paralysent son action, doivent être éliminés, y compris cette croyance, enfin, c'est pas une croyance limitante, mais si, c'est une croyance limitante pour le coup, parce que c'est une croyance, le changement fiscal, qui n'a pas forcément d'assises concrètes, qui limite l'action. Donc, si c'est une croyance limitante, même si je crois que Mehmet n'aime pas trop cette expression, mais on va lui demander, Il nous en parlera. ça fait la transition, voilà. Ouais. Tu vois, c'est éliminer au maximum les parasites, et notamment sur ce plan-là, vraiment, c'est assez compliqué comme ça. Il y a même moi qui suis dans le métier, j'en apprends tous les jours encore, c'est pour te dire. Euh, et à partir de là, ben, prenez vos décisions, foncez. Et quand vous avez pris une décision, tenez-vous-y, lâchez pas le morceau, battez-vous. Ça marchera peut-être pas, mais c'est pas grave. Vous aurez appris, vous aurez pas Ouais. perdu, vous aurez appris. C'est Mandela. Donc, vous serez plus fort la prochaine fois et vous reviendrez avec davantage de leçons, Ouais. davantage de conviction, davantage de pugnacité, davantage de mental, davantage de charisme, davantage de puissance, davantage de tout ce que vous voulez. Et la prochaine fois sera la bonne. Voilà. Bon, moi, j'ai eu la chance que les premiers business que j'ai lancés fonctionnent à peu près. Bon, derrière, j'ai poursuivi mon chemin. Ça aurait pu échouer. Bah, dans le tennis, j'ai échoué quelque part puisque j'ai pas atteint la cible que je m'étais fixée. Bon, ben voilà, je m'en suis pas mort et je continue à jouer au Ouais. tennis avec grand plaisir, 4 fois par semaine. Et je suis très heureux sur le court. Donc, bon, voilà, c'est pas très grave. Ok. Encore une fois, soit vous apprenez, soit vous gagnez, mais vous perdez jamais. Ça, c'est Ouais. vraiment la chose à retenir, quoi. Parfait. Top. Euh, Tu le savais pas, dans ce podcast qui dure maintenant, mais c'est vraiment intéressant, il y avait un défi à remplir. Le défi, c'était de placer le fameux mot ornithorynque, tu t'en doutes. Ah, Est-ce que tu aurais un défi à me donner pour le prochain épisode dans la tête d'un top player? Que ça soit un mot, une phrase, une citation, peu importe. Ah, si tu arrives à placer flat tax, Tu veux que je c'est pas mal. place flat tax? Ok. Ouais. Si tu arrives à placer flat tax, bon, ça va pas être facile, ça dépend à qui tu as affaire. Ouais, il n'est pas du tout là-dedans, mais, Mais mais on va bon, le faire. essaye. Vas-y, c'est C'est bon. un petit clin d'œil pour moi, essaye. On Ok, verra bien. bon, ben, on essaiera de placer flat tax, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour la dernière question, on va faire classique, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, pour la dernière question, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a une manière principale de me retrouver. C'est d'aller sur Instagram, le underscore stratège underscore de underscore l'impôt, puisque bah, j'ai désormais
la communauté qui s'agrandit de jour en jour, beaucoup de questions qui fusent, beaucoup de stories, beaucoup de valeurs que j'apporte, que j'essaye d'apporter, hein. Je pense que tu en es témoin Ouais, 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 euh, sur, totalement. sur ce compte-là et ça prend bien, ça crée du lien, ça crée du flux, ça crée du contenu. C'est vachement bien, j'en suis très content et je pense que ça va continuer à grossir. Et je lance très prochainement, quand je serai dans les Vosges, puisque là, tu vois, le décor, bon, les auditeurs ne le voient pas, mais le décor n'est pas terrible parce que je suis à Paris. Mais quand je serai dans les Vosges et que j'aurai un décor euh, un peu plus, comment dire, convivial, chaleureux, c'est le cas de dire, et esthétique, je vais lancer ma chaîne YouTube. Voilà. Ok, cool. Qui C'est va une première, je s'appeler. le savais même pas. Ouais, c'est une première qui va s'appeler. C'est un peu provocateur, mais ça va te faire rigoler. Abus de bien savoir. Voilà. Ok, Abus intéressant. de bien savoir. Donc, bah, en gestation. Un collaborateur qui va s'occuper de ça, pas à temps plein, mais en partie. Donc, j'attends qu'il arrive justement pour le faire et j'attends d'être au bon endroit pour le faire. Toujours ça, hein, s'entourer des bonnes personnes, c'est hyper important. Ouais, Parce que, étant un technicien très mauvais, on a mis un quart d'heure à ce que je me connecte à Zoom, tu as bien vu. Pour lancer une chaîne YouTube, je n'ose même pas imaginer. Donc, voilà, ça va arriver très vite. Ça sera à but de bien savoir. ok, Ça sera première vidéo probablement en septembre. On va évoquer des thèmes assez variés. Ça va bien évidemment beaucoup parler de fiscalité. Ça va parler de pas mal de sujets différents quand même. J'ai envie d'être assez large dans mon approche. Et puis on verra comment ça prend, on verra si je réajuste ensuite les thèmes. ouais, ouais, ouais. Mais comme il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ce sujet-là, en tout cas, il y a des chaînes sur l'immobilier et sur la fiscalité immobilière, il y a des questions qui sont abordées sur ce thème-là à travers les chaînes sur l'immobilier. Mais des chaînes de ce type-là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. De même qu'il n'y a pas beaucoup de comptes Instagram non plus. Et je pense qu'on va peut-être pouvoir apporter pas mal de valeur à Ouais, travers j'en ces suis vidéos. sûr, ouais. C'est obligé. Bon, on verra si ça prend ou pas. Mais en tout cas, là, c'est pareil, tu vois. Je vais lancer une chaîne YouTube. Ça se trouve, j'aurai pas de vues. Ça sera pourri et j'aurai 10 vues sur mes vidéos. Peut-être que ça va vite monter à 1000 vues, peut-être ensuite plus, on ne sait pas. Et que ça va prendre. On verra. Mais je lance ma chaîne. Si ça prend, tant mieux. Je gagne. Je gagne en visibilité, je Sinon, gagne tu reprends comme tu disais. en flux, voilà, j'apporte du contenu, j'apporte de la valeur. Et puis, si ça prend pas, bah, qu'est-ce que j'aurais perdu? Quelques heures de vidéo, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde. Donc, j'aurais appris aussi. Ok, top. Bah, de toute façon, je rajouterai ton compte Instagram dans la Oui, tu peux, description. bien sûr, tu peux. Et quand tu auras ta chaîne YouTube, bah, Ah ben, tu me communiqueras le lien et je l'ajouterai avec grand aussi. plaisir. Top. En tout cas, bah, merci pour tout ça. Merci pour ton temps. C'est une émission qui a un peu plus duré que la moyenne, mais c'était hyper intéressant. Et on se retrouve, nous, pour la prochaine émission Dans la tête d'un top player. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, Clément. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi, Florian, pour ton invitation. C'était un grand plaisir de discuter avec toi. Comme d'habitude, j'ai pas vu le temps passer parce que je suis bavard, mais aussi parce que tes questions étaient hyper intéressantes. Et j'espère qu'on a apporté de la valeur tous les deux à travers notre interaction à ta communauté. Avec plaisir pour recommencer l'exercice tous les deux avec un tiers si besoin. Enfin, Ok. je te laisserai Top. décider du format, mais avec Yes. grand plaisir pour rediscuter ensemble. C'était un vrai plaisir comme d'habitude, d'échanger avec toi. Yep. Ben, merci à toi. Merci pour ce retour. À bientôt, du coup. Ciao. Ciao, Ciao. Florian.